Le cheval et son écuyer. À David et Douglas Gresham. Chapitre 1. Comment Shasta se mit en route. Voici le récit d'une aventure qui s'est déroulée à Narnia, à Calormen et dans les contrées qui les séparent, durant l'âge d'or où Peter était roi suprême de Narnia, son frère et ses deux sœurs, roi et reine en dessous de lui. En ce temps-là, vivait dans une petite crique marine à l'extrême sud de Calormen un pauvre pêcheur nommé Arshish, et à ses côtés un jeune garçon qui l'appelait père. Le nom du jeune garçon était Shasta. La plupart du temps, Arshish partait sur son bateau le matin pour aller pêcher, et l'après-midi, il attelait son âne à une charrette dans laquelle il chargeait le poisson pour aller le vendre au village, à environ 2 kilomètres au sud. S'il avait bien vendu, il rentrait à la maison d'assez bonne humeur et ne disait rien à Shasta. Mais s'il avait mal vendu, alors il trouvait un reproche à lui faire et parfois le frappait. Il y avait toujours quelque chose à reprocher à Shasta, car il avait beaucoup de tâches à accomplir, comme de repriser et laver les filets, préparer le dîner et faire le ménage dans la chaumière où ils habitaient tous deux. Shasta ne s'intéressait pas du tout à ce qui se trouvait au sud de chez lui, car il était allé 1 ou 2 fois au village avec Arshish, et il savait qu'il n'avait rien là-bas de passionnant. Il n'y avait croisé que des hommes en tout point semblables à son père, des hommes portant de longues tuniques sales, des sabots de bois au bout relevé, un turban sur la tête et une barbe, et qui s'entretenaient très lentement de choses ennuyeuses. Mais il était très intéressé par tout ce qui se trouvait au nord, car personne n'allait jamais dans cette direction, et lui-même n'était pas autorisé à y aller. Quand il était assis sur le seuil, occupé à repriser les filets, il regardait souvent vers le nord avec curiosité. On ne voyait rien d'autre qu'une pente herbeuse, montant jusqu'à une crête plate, et au-delà, le ciel, traversé à l'occasion par quelques oiseaux. Parfois, profitant de la présence d'Arshish, Shasta lui demandait « Oh, mon père, qu'y a-t-il là-bas derrière cette colline ?» Et alors, si le pêcheur était de mauvaise humeur, il giflait Shasta à tour de bras, en lui disant de s'occuper de son travail. Ou bien, s'il était dans un état d'esprit pacifique, il lui répondait « Oh, mon fils, ne te laisse pas distraire par des questions oiseuses, car un de nos poètes a dit « L'acharnement au travail est la source de toute prospérité, tandis que ceux qui posent des questions ne les concernant pas pilotent le vaisseau de leur folie vers le rocher de l'indigence. » Shasta pensait qu'il devait y avoir au-delà de la colline quelques secrets délectables que son père souhaitait lui dissimuler. Alors qu'en fait, le pêcheur parlait ainsi parce qu'il ne savait pas ce qui se trouvait au nord. Il ne s'en souciait pas non plus. Il avait un esprit très terre-à-terre. Un jour, arriva en provenance du sud un étranger qui ne ressemblait à aucun des hommes que Shasta avait pu voir jusqu'alors. Il montait un cheval puissant, à la robe pommelée, queue et crinière au vent, brides et étriers incrustés d'argent. L'homme portait une cotte de maille, et l'on voyait saillir la pointe d'un casque au centre de son turban de soie. À son côté pendait un cimeterre. Il portait, accroché à son dos, un bouclier circulaire, clouté de gros cabochons de cuivre doré. Il tenait fermement dans sa main droite une lance. Le teint de son visage était sombre, ce qui n'avait rien pour surprendre Shasta, car les gens de Calormen sont tous comme ça. Ce qui, en revanche, l'étonna, ce fut la barbe de cet homme, teinte en cramoisie, frisée et toute brillante d'huile odorante. Mais Arshish comprit, en voyant de l'or luire sur le bras nu de l'étranger, que c'était un Tarkan, un grand seigneur.
Il ploya l'échine devant lui, en s'agenouillant jusqu'à ce que sa barbe touche le sol. Il fit signe à Shasta de s'agenouiller aussi. L'étranger requit l'hospitalité pour la nuit, ce que bien sûr le pêcheur n'osa refuser. Tout ce qu'ils avaient de meilleur fut disposé devant le Tarkhan pour son souper. Il ne l'apprécia que modérément, tandis que Shasta, comme toujours, quand le pêcheur avait de la compagnie, fut expulsé de la chaumière, doté d'un quignon de pain. En ces occasions, il dormait avec l'âne, dans la petite écurie au toit de chaume. Mais il était beaucoup trop tôt pour aller dormir, et Shasta, à qui l'on n'avait jamais appris que ce n'est pas bien d'écouter aux portes, s'assit contre la paroi de la masure en bois et colla son oreille à une fente pour écouter la conversation des adultes. Et voici ce qu'il entendit. « Sache, ô mon hôte, disait le Tarkhan, que j'ai l'intention d'acheter le jeune garçon que tu as là. »« Ô mon maître, répondit le pêcheur, et rien qu'à entendre son ton enjôleur, Shasta pouvait imaginer l'expression de cupidité que devait prendre son visage. « Quel prix pourrait donc amener votre serviteur, si pauvre qu'il soit, à vendre comme esclave son seul enfant, la chair de sa chair? Un de nos poètes n'a-t-il pas dit « Les sentiments naturels sont plus importants que la soupe, et la descendance d'un homme plus précieuse que des escarboucles ?» « C'est bien dit, » répliqua sèchement son hôte, « mais un autre poète a écrit de la même façon. Qui tente de tromper un homme judicieux dénude de lui-même son dos pour y recevoir des coups de fouet. N'encombre pas ta vieille bouche de fausses affirmations. Ce garçon n'est manifestement pas ton fils, car la peau de tes joues est aussi sombre que la mienne, tandis que ce jeune garçon est blond et blanc, comme ces barbares, maudits mais si beaux, qui habitent le nord lointain. Comme on a raison de dire que si l'on peut se protéger des épées avec un bouclier, répondit le pêcheur, l'œil de la sagesse transperce toute défense. Sache donc, ô mon hôte redoutable, que du fait de mon extrême pauvreté, je ne me suis jamais marié et n'ai point eu d'enfant. Mais l'année même où le Tisroc, puisse-t-il vivre pour toujours, a inauguré son règne auguste et bienfaisant, par une nuit où la lune était pleine, il plut odieux de me faire perdre le sommeil. Cela me poussa à me lever de mon lit, sortir de ma maisonnette et aller jusqu'à la plage pour me rafraîchir en contemplant l'eau, la lune et en respirant l'air frais de la nuit. À ce moment, j'entendis venant de la mer comme un bruit de rames, puis aurait-on dit un faible cri. Peu après, amené par la marée, un petit bateau vint s'échouer, à bord duquel il n'y avait rien d'autre qu'un homme décharné, ravagé par une faim et une soif extrêmes, et qui, apparemment, venait juste de mourir. Il était encore tiède, une outre de peau vide et un enfant qui respirait encore. Sans doute, me dis-je, ces malheureux ont survécu au naufrage d'un grand bateau, mais selon les admirables desseins des dieux, le plus âgé s'est privé de tout pour maintenir l'enfant en vie et a péri en vue de la côte. En foi de quoi, me rappelant que les dieux ne manquent jamais de récompenser ceux qui viennent en aide aux affligés, et mu par la compassion, car votre serviteur est un homme au cœur tendre. Épargne-moi tous ces vains discours à ta propre gloire, interrompit le Tarkhan. Il me suffit de savoir que tu t'es emparé de l'enfant, et que son labeur t'a rapporté 10 fois le coût de son pain quotidien. Cela se voit aisément. Maintenant, dis-moi sans attendre le prix que tu veux en tirer, car je suis las de ton verbiage. Vous dites vous-même fort justement, répondit Archiche, que le travail de ce garçon a pour moi une valeur inestimable. Cela doit être pris en compte pour en fixer le prix. Si je vends ce garçon, je devrais assurément en acheter ou en engager quelque autre pour faire son travail. Je t'en donne 15 croissants, dit le Tarkhan. 15 oh s'exclama Archiche d'une voix qui tenait à la fois du gémissement et du hurlement de douleur. 15
pour le soutien de ma vieillesse et le régal de mes yeux. Ne faites pas insulte à ma barbe grise, tout arcane que vous êtes. Mon prix est de 70. À ce moment, Shasta se leva et s'éloigna sur la pointe des pieds. Il en avait assez entendu. Habitué au marchandage entre les hommes du village, il savait comment cela se passait. Il ne faisait aucun doute qu'Arshish finirait par le vendre pour plus de 15 croissants et moins de 70. Mais il savait aussi que le Tarkhan lui mettrait des heures pour parvenir à un accord. Il ne faut pas vous imaginer que les sentiments de Shasta avaient quoi que ce soit de commun avec ce que nous ressentirions, vous et moi, si nous venions de surprendre les propos de nos parents parlant de nous vendre comme esclaves. Pour autant qu'il puisse en juger, le seigneur étranger au grand cheval pourrait être plus gentil qu'Arshish avec lui. Et d'autre part, l'histoire de sa découverte au fond du bateau l'avait empli d'excitation, mais aussi d'un sentiment de soulagement. Il s'était souvent senti mal à l'aise, parce que malgré tous ses efforts, il n'était jamais parvenu à aimer le pêcheur. Il savait qu'un jeune garçon doit aimer son père. Or, il découvrait qu'il n'avait avec Arshish aucun lien de sang. Cela le libérait d'un grand poids. En somme, je pourrais être n'importe qui, pensait-il. Peut-être même le fils d'un Tarkhan, ou celui du Tisroc, puisse-t-il vivre pour toujours, ou encore le fils d'un dieu. Il pensait à toutes ces choses, dans la prairie devant la chaumière. Le crépuscule tombait rapidement, et l'on voyait déjà une ou deux étoiles. Mais les derniers feux du couchant s'attardaient encore à l'ouest. À quelques pas, le cheval de l'étranger broutait, attaché par un long licol à l'anneau de fer fixé au mur de la petite écurie. Shasta se dirigea vers lui et lui tapota l'encolure. Le cheval continua à arracher l'herbe sans lui prêter la moindre attention. Alors il vint, à l'esprit de Shasta, une autre idée. Je me demande quelle sorte d'homme est cet Tarkhan, se dit-il à voix haute. Ce serait merveilleux s'il était gentil. Dans la maison de grands seigneurs, certains esclaves n'ont pratiquement rien à faire. Ils ont de beaux habits et mangent de la viande tous les jours. Peut-être qu'il m'emmènerait à la guerre et que je lui sauverais la vie lors d'une bataille. Et alors il m'affranchirait, m'adopterait, il me donnerait un palais, un carrosse et une armure complète. Mais il pourrait aussi bien être un homme d'une horrible cruauté. On m'enverrait travailler dans les champs, chargé de chaînes. J'aimerais bien savoir. Mais comment? Je suis sûr que ce cheval, lui, sait. Si seulement il pouvait me le dire. Le cheval avait levé la tête. Shasta caressa son nez à la douceur satinée, en lui disant « J'aimerais bien que tu puisses parler, toi, mon vieux. » À ce moment, il crut rêver, car très distinctement, bien qu'à voix basse, le cheval lui dit « Mais je peux. » Shasta fixa les yeux immenses du cheval, et, d'étonnement, les siens s'agrandirent, presque autant. « Comment as-tu appris à parler ?» demanda-t-il. « Chut, pas si fort !» répliqua le cheval. « Là d'où je viens, presque tous les animaux parlent. »« Quel est donc cet endroit ?» s'enquit Shasta. « Narnia, » répondit le cheval, « la bienheureuse contrée de Narnia. Narnia, aux montagnes couvertes de bruyères, aux collines fleurant bon le thym. Narnia et ses multiples rivières dont le clapotis emplit les vallons. Ces cavernes moussues et ces forêts profondes où résonnent les coups de marteau des nains. Oh, la douceur de l'air de Narnia. 1 heure de vie là-bas vaut mieux que 1000 ans passés à Calormen. Il acheva par un hennissement qui ressemblait beaucoup à un soupir. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda Shasta. « J'ai été kidnappé, » répondit le cheval. « Ou volé, ou capturé, peu importe comment tu appelles ça. Je n'étais encore qu'un poulain à l'époque. Ma mère
m'avait bien recommandé de ne pas m'aventurer sur les pentes du sud, vers Arcanland et au-delà. Mais je n'en tenais pas compte. Et par la crinière du lion, j'ai payé pour mon insouciance. Toutes ces dernières années, j'ai été l'esclave des humains, dissimulant ma vraie nature et faisant des efforts pour paraître sot et ignorant, comme leurs chevaux à eux. Pourquoi ne pas leur avoir dit qui tu étais? Parce que je ne suis pas stupide, voilà pourquoi. S'ils avaient découvert que je savais parler, ils auraient fait de moi une attraction de foire et m'auraient surveillé plus étroitement que jamais. J'aurais perdu ma dernière chance de m'échapper. Et pourquoi? Commença Shasta, et le cheval l'interrompit. Non, écoute, lui dit-il, ne perdons pas de temps avec des questions sans intérêt. Tu veux te renseigner sur mon maître, le Tarkan Anradin? Eh bien, il est méchant. Pas trop avec moi, car un cheval de combat coûte trop cher pour qu'on le traite vraiment mal. Mais il vaudrait mieux pour toi, en tant qu'humain, tomber raide mort ce soir même, plutôt que d'être demain esclave en sa maison. Alors je dois me sauver? Dit Shasta qui était devenu tout pâle. Oui, tu devrais, répondit le cheval. Mais pourquoi ne pas te sauver avec moi? Tu vas te sauver aussi? Oui, si tu viens avec moi. C'est notre chance à tous deux. Oh, tu sais, si je m'échappe seul, sans cavalier, n'importe qui se dira en me voyant. Oh, tiens, un cheval vagabond. Il se lancera aussitôt à ma poursuite. Avec un cavalier, j'ai une chance de m'en tirer. C'est là que tu peux m'être utile. De ton côté, tu ne pourras pas aller bien loin sur tes deux jambes ridicules. Quelle absurdité que ces jambes d'humain, sans être repris. Mais si tu montes, tu pourras distancer n'importe quel autre cheval de ce pays. C'est en cela que je peux t'aider. Au fait, je suppose que tu sais monter. Oh oui, bien sûr, répondit Shasta. En tout cas, j'ai déjà monté l'âne. Monter le quoi? Répliqua le cheval avec un incommensurable mépris. Enfin, c'était ce qu'il voulait exprimer. En réalité, cela donnait une sorte de hennissement. Monter le cou. Les chevaux qui parlent ont un accent nettement plus cheval quand ils sont en colère. En d'autres termes, reprit-il, tu ne sais pas monter. Une complication. Faudra que je t'apprenne au cours du voyage. Tu ne sais pas monter, sais-tu au moins tomber? Je suppose que tout le monde sait tomber, remarqua Shasta. Je veux dire, est-ce que tu peux tomber et te relever sans pleurnicher, remonter, puis retomber encore, sans pour autant être paralysé par la peur? J'essaierai, dit Shasta. Pauvre petit animal, lâcha le cheval d'une voix douce. J'oubliais que tu n'es qu'un poulain. On fera de toi un fin cavalier avec le temps. Et maintenant, il ne faut pas que nous partions avant que les deux autres dans la cahute ne soient endormis. Entre-temps, nous pouvons mettre au point notre plan. Montarkhan est en route vers le nord, vers la capitale, Tashban, là où est la cour du Tisroc. Dis donc, intervint Shasta d'un ton plutôt choqué. Ne devrais-tu pas ajouter, puisse-t-il vivre pour toujours? Et pourquoi donc? S'étonna le cheval. Je suis un Narnien libre. Pourquoi devrais-je employer le langage des imbéciles et des esclaves? Je ne tiens pas à ce que le Tisroc vive toujours, et je sais bien qu'il ne vivra pas éternellement, que je le veuille ou non. Toi aussi, tu es visiblement du Nord libre. Plus de ce jargon sudiste entre toi et moi. Et maintenant, revenons-en à nos projets. Comme je te le disais, mon humain était en route pour Tashban, au nord. Est-ce que cela veut dire que nous ferions mieux d'aller vers le sud? Je ne crois pas, répondit le cheval. Tu vois, il pense que je suis stupide et sans cervelle, comme ces autres chevaux. Alors si je l'étais réellement, au moment même où je me sentirais libéré, je retournerais à mon écurie et à mon pré. Je reviendrais vers son palais, qui est à 2 jours de voyage vers le sud. C'est là qu'il ira me chercher. Il est incapable d'imaginer que je puisse aller, de mon propre chef, vers le nord. Et de toute façon, il croira probablement que quelqu'un du dernier village que nous avons traversé nous aura suivis jusqu'ici pour me voler. « Oh !» s'exclama Shasta. « Alors nous irons vers le nord? Moi! Toute ma vie, j'ai rêvé d'aller vers le nord. »« Bien sûr que tu en as rêvé, acquiesça le cheval. C'est à cause du sang qui coule dans tes veines. Je suis sûr que tu es un vrai nordiste de souche. Mais ne parle pas trop fort. On peut penser qu'ils ne tarderont pas à s'endormir maintenant.
Je ferais aussi bien de ramper jusque-là pour aller voir, suggéra Shasta. C'est une bonne idée, approuva le cheval. Fais attention à ne pas te faire prendre. L'obscurité était beaucoup plus épaisse à présent, et le silence total, à l'exception du bruit des vagues sur la plage. Ce ressac que Shasta ne remarquait pratiquement plus, à force de l'avoir entendu jour et nuit, aussi loin que puisse remonter son souvenir. Aucune lumière n'était visible dans la chaumière quand il s'en approcha. Aucun bruit ne lui parvint quand il écouta à la porte. Il fit le tour pour aller regarder à travers l'unique fenêtre et put entendre, après 1 ou 2 secondes, un bruit familier, le ronflement crépitant du vieux pêcheur. Il eût été plaisant de penser que si tout se déroulait comme prévu, Shasta ne l'entendrait plus jamais. Retenant son souffle, se sentant un tout petit peu triste, mais beaucoup moins triste qu'il n'était heureux, il fit glisser ses pas sur l'herbe jusqu'à l'écurie de l'âne, tâtonna pour trouver l'endroit où la clé était cachée, ouvrit la porte pour prendre la selle et la bride du cheval qui avait été mise en sûreté pour la nuit. Il se pencha et déposa un baiser sur le nez du petit âne. « Je suis désolé que nous ne puissions pas t'amener, » lui souffla-t-il. « Te voilà enfin !» lui dit le cheval quand il le rejoignit. Je commençais à me demander ce qui était arrivé. « Je sortais tes affaires de l'écurie, » répliqua Shasta. « Et maintenant, tu peux m'expliquer comment on te les met ?» Durant les quelques minutes qui suivirent, Shasta fut absorbé par son travail, veillant soigneusement à éviter de faire le moindre bruit, tandis que le cheval lui disait des choses du genre « Resserre un peu cette sangle » ou « Tu trouveras une boucle un peu plus bas » ou « Il va falloir que tu remontes pas mal ces étriers. » Quand tout fut terminé, il ajouta « Bon, on est obligé d'avoir des rênes pour l'apparence, mais tu ne t'en serviras pas. Attache-les au pommeau de la selle, avec beaucoup de mou, pour que je puisse bouger la tête comme je veux. Et souviens-toi, tu ne dois pas y toucher. »« À quoi est-ce qu'elles servent alors ?»« En temps normal, à me diriger, » répliqua le cheval. « Et comme j'ai l'intention de me diriger moi-même, tout au long de ce voyage, tu voudras bien laisser tes mains tranquilles. Encore une chose, pas question de t'accrocher à ma crinière. »« Mais dis donc, » protesta le jeune garçon, « si je dois pas me tenir au règne à la crinière, je vais me tenir à quoi alors ?»« Tu t'accroches avec les genoux, » dit le cheval. « C'est le secret de la bonne tenue en selle. Serre mon torse entre tes genoux, aussi fort que tu voudras. Assieds-toi bien droit, droit comme un piquet. Garde tes coudes contre toi. Et à propos, qu'est-ce que tu as fait des éperons? »« Je me les suis mis au talon, bien sûr, » précisa Shasta. « Ça, au moins, je connais. »« Alors tu peux les enlever et les mettre dans les fontes de la selle. On les vendra en arrivant à Tashbaan. Tu es prêt? Bon, maintenant je crois que tu peux monter. »« Oh, wow, tu es terriblement haut, » octa Shasta, après sa première tentative infructueuse. « J'ai un cheval, c'est tout, » obtint-il comme réponse. « Mais à voir la façon que tu essaies de m'escalader, on pourrait penser que je suis une meule de foin. Ah, c'est mieux. Maintenant, assieds-toi bien droit, et souviens-toi ce que je t'ai dit à propos des genoux. C'est drôle de penser que moi qui ai conduit des charges de cavalerie et gagné des courses, je me retrouve en selle, avec sur ma selle un sac de pommes de terre dans ton genre. Tant pis, on est parti. » Il gloussa, sans méchanceté. Il faut dire que le cheval entama leur voyage nocturne avec un grand luxe de précaution. Il commença par aller tout droit vers le sud de la chaumière, jusqu'à la petite rivière, qui venait là se jeter dans la mer. Il prit soin de laisser dans la boue des traces de sabots bien évidentes, orientées vers le sud. Mais dès qu'ils furent parvenus au milieu du gué, il tourna pour remonter le courant et barbota jusqu'à ce qu'ils fussent environ 150 mètres en amont de la chaumière, dans l'intérieur des terres. Puis, il choisit un endroit de la berge bien tapissé de gravier, qui ne garderait aucune empreinte, et gagna la rive nord. Puis, toujours au pas, il se dirigea vers le nord jusqu'à ce que la chaumière, son unique arbre, l'écurie de l'âne, la crique, tout ce que, en fait, Shasta avait connu jusque-là, se soit estompé dans la pénombre grise de cette nuit d'été. Ils avaient gravi une colline
et se trouvait maintenant sur la crête. Cette crête qui avait toujours été la limite du monde connu pour Shasta. Il ne pouvait voir ce qu'il y avait au-delà, sauf que c'était une vaste étendue couverte d'herbe. Cela paraissait sans limite, sauvage, solitaire et libre. « Ah, dis donc !» remarqua le cheval. « Quel magnifique endroit pour un galop, non ?»« Oh, il vaut mieux pas, » dit Shasta. « Pas encore, je peux pas. S'il te plaît, cheval, je connais pas ton nom. »« Brouille, répondit le cheval. « Je serais jamais capable de le prononcer. Puis-je t'appeler Brie? »« Eh bien, si c'est tout ce que tu peux faire, je crois que ça vaut mieux, » concéda le cheval. « Comment est-ce que je dois t'appeler, moi? »« Mon nom est Shasta. » murmura Brie. « Eh bien, voilà un nom vraiment difficile à prononcer. Revenons-en à ce galop. C'est nettement plus facile que de trotter, si tu savais seulement ce que ça veut dire, parce que tu n'as pas à te soulever puis retomber. Serre les genoux et regarde droit devant, entre mes deux oreilles, pas par terre. Tu as l'impression que tu vas tomber. Contente-toi de serrer plus fort et redresse-toi sur la selle. Prêt? En avant! Pour Narnia et pour le Nord!